Virginie Geron, bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes députée européenne, on le sait, on vous reçoit toujours avec plaisir, Virginie Geron. Mais parlons un peu de France avant de parler de... Hein. Alors, c'est intéressant là, parce qu'on parlait, on disait c'est pas possible, vous voyez, depuis encore, il y a quelques heures, on disait « Ah, les socialistes se sont fait avoir par les macronistes, ils vont pouvoir, voilà, ils ont accepté la soi-disant suspension de la réforme des retraites, mais vous allez voir, ils vont être obligés, à cause du projet, vous savez, du projet de budget, ils vont être obligés de le voter, etc., etc. Les LR se déchirent, les jeunes LR républicains sont en train de certains de déchirer leur carte. Eh bien voilà, tout ça pour ça, en fait, motion de censure. Les deux motions de censure ont été rejetées. Ça vous inspire quoi ? Effectivement, le but de ces motions, c'était aussi de faire un éclairage sur les postures de certaines personnalités. On le voit aujourd'hui avec ce résultat. Les deux motions de censure, une par la LFI et une par notre groupe, évidemment, étaient là pour sanctionner ce gouvernement qui ne répondait pas aux attentes des Français. On voit aussi que le projet de budget allait encore, alourdir les finances de nos concitoyens français. Donc plus 14 milliards. Voilà, plus 14 milliards d'euros. Oui. Donc notre demande n'a pas été acceptée. Et donc on voit bien que le résultat d'aujourd'hui, c'est au titre, on le voit, on s'en doute bien, de compromission de la part des socialistes, mais aussi des LR. Vous l'avez dit, une crise au sein de ce parti que l'on a vu depuis quelques semaines. Je pense que ce n'est pas terminé, c'est que le début de la chute des LR. Et nos concitoyens français, là-dessus, ne sont pas dupes. Combien de temps, effectivement, on ne sait pas, il va tenir. Mais en tout cas, nous, notre détermination, c'est le pouvoir d'achat des Français. Et c'est inacceptable de voir que l'on va encore alourdir les finances et aussi pas de cadeau fiscal pour nos concitoyens français. Oui, on verra. Il faudra aller jusqu'au bout, effectivement. Et quel bout? C'est là que ça va être intéressant. Mais revenons à Bruxelles, revenons à vous, revenons au Parlement européen. Virginie Geron, où s'est tenu donc depuis hier le Make Europe Healthy Again, donc sur le modèle américain. On vient d'en parler avec Vincent Pavant. Mais au fond, on se demande et on revient à ça. Et Dieu sait si vous avez, vous, avec d'autres comme Michel Rivasi, paix à son âme, enquêté là-dessus. Est-ce que franchement, est-ce qu'il ne faut pas comment... Est-ce que, voilà, Make America Healthy Again a été possible parce qu'un certain Donald Trump a été élu président de la République et parce qu'un certain Bobby Kennedy, il l'a embauché pour être ministre de la Santé. Et cela, est-ce qu'aujourd'hui, honnêtement, en Europe, et je sais que vous êtes plutôt franche et vous n'avez pas votre langue dans votre poche, Virginie Geron, est-ce qu'on peut faire quelque chose sans prendre le pouvoir ? Ça va être difficile, mais c'est notre but en fait. Parce qu'effectivement, pour avoir le pouvoir, il faut des élections. Donc notre travail aujourd'hui, c'est de continuer d'alerter les gens que nous sommes là et que nous avons entendu leurs demandes. On l'a vu durant la crise Covid. Vous avez vu une certaine mouvance de résistants. Et d'ailleurs, donc fait partie de Dr Malone, a eu une vision différente. Ils se sont fait attaquer pour ça. Ils ont gagné les élections. Et donc nous, notre rôle au niveau européen, c'est de s'organiser pour continuer le combat. Parce qu'effectivement, ils l'ont rappelé hier lors de cette conférence, qu'est-ce qu'on a vu durant cette crise Covid ? On a vu un accès à nos données de santé qui était complètement opaque, pour en tout cas avoir accès. Mais après, on ne sait pas ce qu'ils ont fait des données, d'ailleurs M. Pavant vient de le dire. Ensuite, on a vu que les lobbyistes étaient les grands gagnants de cette supercherie, parce que moi je le vois au niveau des comptes. Tous les jours, on voit qu'il y a des contrats qui sont faits dans les couloirs et dans les officines, sans négociation, sans appel d'offres. Et on voit encore aujourd'hui, même la Cour des comptes dit qu'il y a des cas de fraude. C'est pas nous qui le disons, en Italie, en Portugal, en Espagne. Donc, c'est un état des lieux que les Américains ont vu. Je pense que nous avons exactement le même en Europe. À nous maintenant, politiciens de tous bords, évidemment, c'est surtout le nôtre qui monte au créneau parce que, comme vous l'avez vu, cette conférence est organisée par le groupe des Patriotes, c'est-à-dire pour l'Europe, avec mon collègue autrichien, qui, sur ce sujet, lui aussi, est vent debout depuis le mandat précédent. Et donc, du coup, on est en train de s'organiser parce qu'on se dit, OK, on n'est peut-être pas tous au pouvoir, même si... Parmi tous ces pays européens, vous avez en Autriche le FPO, aujourd'hui, qui monte. L'AfD en Allemagne. Donc il y a cette dynamique qui est présente. Nous, effectivement, vous voyez, il y a quand même une dynamique aussi en France. On est le premier parti de France. Effectivement, on n'est pas encore dans les rênes, mais comme on veut demain y être, on s'organise aujourd'hui. Alors justement, avant le pouvoir, ça c'est les élections qui décident, et heureusement, ce ne sont pas des coups d'État. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, par exemple? À quoi sert, à votre avis,
Cette conférence est coordonnée un peu les différentes autorités, enfin, ou responsables des pays, et voir déjà ce qu'ils peuvent faire ensemble. Exactement. L'idée, c'est un peu de voir le modèle américain, voir effectivement s'il y a des choses que l'on peut appliquer en Europe. Donc, notamment, ce qu'il disait hier, c'est que bon, nous, on n'a pas ce problème avec notamment les publicités. C'est-à-dire qu'effectivement, aux États-Unis, on peut faire publicité d'un vaccin. Absolument. Nous n'avons pas encore ça. Et de produits pharmaceutiques, exactement. etc. Oui, ça, on le voit tout le on temps. Le voit. Donc, eux, là-dessus, ils ont fait leur on est à l'avance sur eux, de ce point de vue-là. Voilà, sur ce coup-là, oui, mais pas pour le reste. Mais en tout cas, donc les idées que eux sont en train de mettre en œuvre et qui sont bénéfiques pour leurs concitoyens américains, eh bien, nous, il faut qu'on s'en inspire pour faire la même chose et l'adapter au niveau européen. Le but aussi, c'est de s'organiser au niveau européen. On l'a vu durant la crise Covid. Vous avez le professeur Perron qui était monté au créneau sur ce sujet. On a vu en Grande-Bretagne, d'ailleurs, celui qui est venu hier, c'est Assim Maloatra, qui lui aussi était monté sur ce créneau. Puis on voit bien en Autriche, celle qui organise le MEA, c'est Mug, enfin je ne vais pas déformer son nom, on le donnera. C'est une Autrichienne aussi qui est montée, qui a pris ce sujet en main. Donc on voit bien qu'au niveau européen, on a des petites cellules comme ça qui pensent la même chose, mais on doit s'organiser pour nous aussi avoir un programme cohérent, commun, pour finalement lutter contre ce rouleau compresseur que la Commission veut mettre en place. Ce qui est intéressant hier, c'est ce qu'il a dit, Dr Malone. Les premières choses qu'ils ont faites, c'est quoi? Sortir de l'OMS. Oui. Nous, on n'est pas encore sortis de l'Organisation mondiale de la santé. Exactement. Oui, ils sont sortis. Et puis le deuxième, c'est l'USAID. Vous savez, les fonds. Ils ont dissous l'USAID. Voilà. Et Mathilde dit, enfin, on a parlé longuement avec le professeur Malone, encore une fois, on le passe lundi sur Toxin, dans Berkov sur le vif. Il a dit aussi qu'ils ont démantelé un certain nombre d'agences. Qui avait, vous savez, ce qu'il disait, chacun était dans son coin et gardait très religieusement son quant à soi et son précaré. Est-ce que c'est un peu la même chose en France? Je vais vous donner un exemple. Non, même pas en France. L'EMA. Vous savez, c'est l'Agence européenne du médicament. C'est celle qui donne les autorisations. Il faut savoir que le budget de l'EMA, à 95%, c'est l'industrie pharmaceutique qui finance. À 95%? Oui, un peu. C'est intéressant. Je crois que c'est une formation. Donc comment on peut être juge et parti et finalement être indépendant, j'ai envie de dire. Attendez. Je comprends pas. L'Agence européenne du médicament, vous dites, est financée 95%. Oui. Enfin, disons 90%. Allez, 90%, c'est effectivement l'industrie pharmaceutique qui finance cette agence. Les bras m'en tombent, parce que je pense que c'était une agence européenne financée par la Commission européenne. Non, et c'est pour cette raison que ça pose question, et les États-Unis sont un des meilleurs exemples. Donc de ce fait, effectivement, est-ce qu'il ne faut pas réviser cette copie pour donner plus d'indépendance et éviter ces conflits d'intérêts? Là est sorti, je crois, ce matin, il faut que j'aille vérifier ça, sur le Canard enchaîné, un scandale sur le fait qu'il y ait Sanofi qui aurait eu une autorisation. Oui. Et donc, il paraît, enfin, c'est ce que le Canard enchaîné a sorti. Voilà, donc on est prudent, il faut quand même qu'on aille voir ce qu'il y a dedans. Et je vais poser la question à la Commission, parce que effectivement, si les mains... Il aurait eu un blanc-seing total. Voilà, il n'y a pas eu, apparemment, il y a eu un défaut de transmission d'études pour la mise sur le marché du médicament. Donc là, on voit bien qu'il y a peut-être une problématique. Donc il faut aller, nous, notre rôle, c'est d'aller poser la question maintenant à l'EMA. Et on voit bien que ce type d'exemple n'est pas anodin et surtout n'est pas isolé. Donc en fait, ici à Bruxelles, en ce moment, avec le méga, c'est vraiment de transmettre un peu plus l'information. D'ailleurs, je veux dire, grâce à un certain nombre de gens, grâce à vous, grâce à un certain nombre de députés, grâce à un certain nombre d'auteurs de livres, les livres de Chaillot, les livres de Perron, les livres de Toubiana, etc., les livres de Raoult, on voit quand même que l'information, heureusement, circule. Mais attention, parce que ça, j'espère qu'on aura un autre sujet là-dessus. L'information circule, mais non. Aujourd'hui, la Commission veut mettre en place, vous savez, un écosystème de signaleurs de confiance via l'ARCOM pour finalement, au contraire, comme ils ont vu qu'on avait bien réagi pendant cette pandémie, aujourd'hui, ils veulent mettre le couvercle complètement sur toute cette information. Alors, c'est le second chapitre que je voulais aborder avec vous, la liberté d'expression, effectivement, qui paraît quand même de plus en plus surveillée comme liberté. Et le DEI, enfin le Digital Act Service, on est en train de voir ce qu'on peut faire et on entend effectivement un certain nombre de gens, dont le président de la République, en disant ces réseaux sociaux, c'est pelé, c'est galeux, d'où vient tout le mal, il faut bien le dire. Et là, c'est en train de monter en puissance. Tout à fait. Alors ça, c'est une autre commission qui s'appelle Bouclier
pour la démocratie qui est présidée par Nathalie Loiseau. C'est une espèce de commission spéciale où en bouclier pour la démocratie. Ouais, bouclier européen pour la démocratie. Parce qu'ils estiment qu'ils sont attaqués. En fait, attaqués par qui en fait? Par des électeurs qui ne veulent plus les voir, tout simplement. Et donc ils sont en train de mettre en place un écosystème avec des outils pour finalement contrer un narratif qui ne leur convient pas. Avant, c'était on faut lutter contre la désinformation. On met tout la désinformation, c'est facile. On va lutter contre les discours haineux. Là aussi, on ne sait pas ce qui est bien haineux. Et puis ils se sont dit, mince, malgré tout ça, les gens continuent à voter les groupes patriotes. Malgré tout ça, il y a une dynamique qui fait qu'on critique l'Union européenne parce qu'on n'est pas content de leur bilan. Et malgré tout ça, eh bien, donc ils se disent, bon, il faut qu'on réagisse maintenant plus concrètement. On l'a vu avec effectivement le discours de Macron à Saarbrück, en Allemagne, c'est pas anodin, qui dit qu'aujourd'hui, le danger, c'est les plateformes du numérique où, en fait, elles sont incontrôlables. Et vous avez aussi Madame Van der Leyen, il y a 2 semaines, a fait aussi un discours très intéressant qui disait la même chose, mais elle disait qu'il fallait donc répondre avec un centre de résilience européen. Oui, il faut la contre-offensive. Exactement. Et il faut dire une chose, ici à Bruxelles, ils inventent des crises, moi je dis ils inventent des crises pour s'attribuer des compétences. Covid, compétences santé. Crise guerre en Ukraine, compétences défense. Attaque TikTok via TikTok des élections en Roumanie, compétences sur la démocratie. Vous voyez un peu comment ça fonctionne? Et donc, ce que je vois, moi, dans tous ces rapports, c'est que ils ont échoué, en fait. Le bilan est catastrophique. Ce qu'on voit en France, on peut le voir aussi ici à Bruxelles. C'est-à-dire que l'industrie automobile, aujourd'hui, elle est en train de péricliter. On a tué l'industrie du textile. On a plus d'impôts et moins de services publics, mais ça, c'est pas qu'en France. Et du coup, ils voient bien que la réponse des citoyens, c'est qu'ils disent maintenant stop, on ne veut plus de cette Europe, il faut changer le cap. Ils ont essayé de nous vendre durant le dernier mandat le Green Deal, vous savez, il fallait verdir tout. Bien sûr, oui. Et les gens disent non, c'est pas notre priorité. Mais j'adore le Green Deal et ici le Mercosur. Voilà, c'est ça, très très heureux. De la main droite, je fais Green Deal, de la main gauche, et on fait venir des bovins du Mexique sans contrôle, etc. Et du coup, les gens, ils ont dit non à ça. Et c'est pour ça qu'ils votent des partis qui défendent l'inverse. Donc il y a vraiment une espèce d'offensive pour surveiller encore plus, que ce soit les réseaux sociaux, les plateformes. Mais apparemment, écoutez, c'est encourageant, ça ne marche pas. Regardez aux États-Unis, regardez un peu. Alors justement, il y a aussi quelque chose dans cette offensive. J'ai vu que Bruxelles soupçonne la Hongrie d'avoir tenté d'espionner les institutions européennes. Alors c'est haro sur la Hongrie aujourd'hui. On sent que Orban, il faut l'éliminer, lui. Mais tous les jours, ils se lèvent, ils se disent qu'est-ce qu'on va trouver contre la Hongrie. Moi, depuis que j'ai commencé ce mandat, recommencé ce mandat, c'est tous les jours, on parle de la Hongrie. Et pourquoi en fait? Parce que Orban, il dit non à ce narratif. Mais Fico aussi est dans le collimateur. La Pologne aussi est dans la Slovaquie. La Géorgie aujourd'hui est dans le collimateur. D'ailleurs, dernière information ce matin, on était pour le vote du prix Sakharov, parce qu'il faut qu'on choisisse quelqu'un. Le prix Sakharov, c'est celui qui incarne la paix au niveau européen. Et donc, donc il y a 3 aujourd'hui candidats en liste. Nous, le nôtre, c'était Boualem Sansal, que nous avions présenté. Et puis, il y avait Charlie Kirk, qu'un autre groupe avait présenté. Et ceux qui ont été retenus, c'est... ceux-là ne sont pas retenus. Ceux-là ne sont pas retenus. Il y a ni 3 Boualem Sansal, ni Charlie Kirk. Non, ceux qui ont été retenus, un journaliste biélorusse. Après, il y a eu voilà. Et ce qui est intéressant, c'était donc ils ont retenu des personnalités. La Géorgie, parce qu'ils estiment que le résultat de la Géorgie ne leur convient pas. Donc ils vont peut-être avoir le prix, parce qu'effectivement, une grande partie ici ne comprend pas que des gens ne veulent pas intégrer moi je l'appelle le Panzer Ursula, c'est-à-dire un seul narratif. Et juste pour conclure, c'est-à-dire que la semaine dernière, nous avons eu sur la table, comme je vous l'ai dit, dans cet écosystème de différents outils, je vous l'ai dit, ils veulent lutter contre la désinformation, les attaques hybrides, tout ça. En fait, comme ça ne fonctionne pas, maintenant, ils sont en train de dire que tout parti politique qui parle d'immigration, d'ordre, de sécurité, ils sont dans un discours autocratique. Carrément. Et si donc on accepte qu'on soit dans un volet autocratique, ça veut dire qu'on est contre la démocratie, donc on est hors champ. Donc ça veut dire qu'on va même pas... Je pense que la prochaine étape, c'est comme ils ont fait au niveau... Ils le font. Vous pensez qu'ils peuvent arriver jusque-là?
Ils ont essayé avec l'AfD. À un moment donné, ils se posent la question de est-ce que c'est... Le parti allemand. Le parti allemand, est-ce qu'il se pose encore la question, est-ce que c'est un parti qui peut encore se présenter? Est-ce que c'est un parti effectivement démocrate? C'est extraordinaire, c'est vraiment la phrase du grand écrivain, je rappelle, communiste Bertolt Brecht, il faut dissoudre le peuple. C'est ça, parce qu'il nous gêne. Il nous gêne. Et alors, écoutez, mais ça, je trouve que l'Union européenne, en ce moment, c'est passionnant. Par exemple, autre chapitre encore qu'on n'a pas encore évoqué, Virginie Geron, c'est que selon les nouvelles propositions, pas tout le monde, les enfants pourront choisir leur propre genre. Mais c'est très intéressant, là aussi. Écoutez, l'Union européenne relance le débat sur la reconnaissance du genre, selon une nouvelle stratégie présentée par la Commission, Ursula, bonjour et merci. Les enfants pourront bientôt choisir leur genre à tout âge mais c'est pas possible, ça va pas une fake news, sans validation médicale ni restriction administrative. Pas possible, bon, c'est pas acté. On est d'accord que c'est de la folie, ils sont dans l'idéologie. Ce matin aussi, j'étais en vote aussi, en contrôle budgétaire. On a aujourd'hui des volets de budget qui sont dédiés au genre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont en train de créer des chapitres de budget genrés. Moi, je dis, mais ils sont... Mais parce qu'ils sont dans l'idéologie. Mais ce qui est le plus grave, c'est que cette idéologie qu'ils pensent supérieure aux autres. Parce que je dis supérieure aux autres. Parce que, supérieur aux autres. Parce que quand nous, on nous envoie, notamment, on a le pouvoir de contrôler des élections. Parce que comme on est comment dire, un exemple de démocratie, on va vérifier les démocraties dans les autres pays. Donc moi, par exemple, j'étais en Sierra Leone, j'ai été dans quelques États comme ça, pour vérifier la bonne tenue des démocraties. Et donc, on vient avec notre petit papier du Parlement. Et les premières questions que l'on pose, c'est est-ce qu'ils ont mis en place la parité? En Sierra Leone, hein. Au Nigeria, c'était pire. Est-ce que vous faites en sorte que toutes les femmes soient représentées dans toutes les institutions? Je vais dire, au Nigeria, ils ont des difficultés d'avoir accès à l'eau, difficultés d'avoir l'électricité, difficultés juste pour se nourrir et se vêtir. Et on est là, nous, tout beau, tout blanc-bec, on arrive avec notre On leur donne des leçons. On leur donne des leçons. Et moi, c'est pour ça que je vous dis, on se pense supérieur, parce que moi, je suis très gênée quand je vais là et que j'entends mes collègues, en général, on ne s'exprime pas, parce qu'on ne s'exprime pas en tant que parti, on représente le Parlement, mais on se met en retrait. Et moi, j'ai honte. Moi, vraiment, quand je vois tous ces gens arriver tout beau, tout propre et qui disent... Donneurs de leçons, qui disent aux autorités nigérianes, est-ce que vous avez mis en place la parité parce que ça serait bien? Est-ce que vous proposez, est-ce qu'on vous demande de parler du genre au Nigeria déjà ou pas encore? Non, mais on peut se poser la question. On peut se poser la question. Non, mais voilà, c'est pour vous dire que oui, ils sont à côté de la plaque. Et encore une fois, ça va se traduire comme le résultat se traduira encore une fois avec des élections où ils vont encore perdre. Et ça sera de notre faute, alors que c'est juste du bon sens citoyen. Nos électeurs, je pense que les citoyens européens se lèvent le matin, ne disent pas alors la Hongrie me gêne, il faut qu'on pense effectivement à savoir on doit parler du genre ou pas à l'école. C'est pas la priorité des citoyens européens. C'est pas du tout ça aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut savoir si quand on paye des impôts où ça va, et on veut savoir si c'est bien utilisé. S'il n'y a pas des problèmes de transparence, quand on voit, moi je reviens encore sur ce cas d'achat de vaccins Covid, parce que, encore une fois, c'est notre argent, où il va, est-ce qu'il est bien utilisé? C'est ça ce dont les Français et ce dont même les Européens souhaitent. Une Europe qui protège, qui nous protège notamment, on le voit, des produits défectueux qui viennent de l'autre bout de la planète. C'est ça notre rôle, pour aussi favoriser nos commerçants, ne pas nous empêcher de rouler avec notre voiture diesel. C'est ça que, je pense, nos concitoyens veulent. Ils veulent juste une Europe qui nous protège et pas qui nous harcèle, qui nous condamne et qui nous traque. Et oui, mais alors apparemment, est-ce que au témoin d'un doute, Virginie Geron, est-ce qu'on se prépare à une nouvelle campagne de vaccination par rapport à un nouveau virus qui arrive, ou c'est encore dans le flou, parce qu'on entend ça aussi dans la rumeur. Alors à Bruxelles, ils ont déjà lancé une campagne de vaccination, comme en France. Oui, officiellement. Officiellement, pour tous ceux qui travaillent au Parlement européen. En tout cas, moi j'ai reçu ça 2 fois. On peut faire les deux en même temps. Ils continuent à acheter des doses. D'ailleurs, c'est ce que le rapport ECA mentionne. C'est-à-dire qu'en plus, il y a toujours pareil, je crois qu'il y a 150 millions d'euros qui ont été mis sur la table pour encore continuer à acheter des vaccins. On ne sait pas pour quel variant, parce que moi j'ai une question à poser. On sait qu'en France, il s'appelle Frankenstein. Est-ce que c'est le nom retenu au niveau européen? Moi,
Très intéressant. Le projet Frankenstein, ça je trouve ça hallucinant. Hallucinant. Mais d'ailleurs, je pose la question à mes collègues européens, il s'appelle comment chez vous le variant? Alors là, quand je leur dis, nous en France, il s'appelle Frankenstein, et vous? Enfin, je veux dire, on en rigole. Mais, à la limite, si ça coûtait zéro aux concitoyens français, on s'en ficherait. Mais là, c'est pas le cas. C'est-à-dire qu'en même temps, ça coûte cher. Et on est encore mal vu parce qu'on nous traite de complotistes parce qu'on ne veut pas la 12e dose. Et c'est vrai qu'il y a aussi une hypocrisie parce que très honnêtement, il n'y a personne qui se fait vacciner encore aujourd'hui ici à Bruxelles. Personne. En tout cas au Parlement européen, c'est vide. Moi, je suis passée 2 fois au cabinet médical, c'est vide. Mais alors, et pour finir quand même, Virginie Augeron, on pourrait en parler on va reparler un peu de la France, de la politique française, mais il y a aussi quand même Ursula von der Leyen, toujours elle, puisque c'est elle qui dirige, il faut dire, c'est notre Premier ministre, notre président, notre figure de proue, et c'est extraordinaire quand même, rendons-lui recoller sur lui sa je dirais sa persévérance, en tout cas, rien ne l'atteint. Rien ne l'atteint. Les attaques de partout, etc., les balles dents, les ceci, les cela, rien. Mais combien elle propose de milliards pour l'Ukraine? Elle dit, nous allons nous occuper de l'Ukraine. Je crois que je n'ai pas le chiffre, là, je n'ai pas noté. Moi non plus, parce qu'à chaque fois qu'il y a une plénière, on remet de l'argent sur la table. Donc je ne sais plus. À un moment donné, c'était au total 150 milliards d'euros. Mais à chaque plénière, on refait le chèque. Donc moi, honnêtement, pareil, je ne voudrais pas dire de bêtises parce qu'à chaque fois, on est attaqué pour fake news. Donc ce que je sais, c'est que c'est colossal. Et à chaque plénière, on rajoute de l'argent pour l'Ukraine. Mais vous l'avez dit, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est un peu comme en France, c'est-à-dire que vous avez un double discours. C'est-à-dire que vous l'avez dit, tout le monde la critique. Le médiateur l'a critiqué parce qu'effectivement, opacité, problème de gestion, et d'ailleurs, elle a été condamnée. Elle a été condamnée à cause des SMS qu'elle n'a pas transmis. La commission n'a même pas fait appel, donc elle a accepté la décision. Eh bien, c'est pour cette raison que nous avons déposé cette motion. Mais ça ne change rien. Et ça ne change rien. Alors, vous avez dit, effectivement, ça ne l'atteint pas. Mais en fait, effectivement, ça ne l'atteint pas. Mais je pense que ça atteint les citoyens européens. Et c'est ça, pour moi, le plus important. C'est qu'ils voient finalement cette hypocrisie, ce double discours, et ça se traduira, encore une fois, par les urnes. Oui, alors, c'est tout le problème. Est-ce que ça se traduira par les urnes? Virginie Augeron, pourquoi je dis ça? Parce que regardez la situation française. C'est très intéressant. Ils disent, voilà... Non, mais vraiment, quand on voit le discours, y compris le discours gauche comme droite, etc., Macron n'en peut plus. On n'en veut plus. Qu'il démissionne. Bon, il démissionne s'il a envie de démissionner. Légalement, il reste jusqu'en 2027 quand il veut. Mais mieux que ça. Ah, qu'est-ce que c'est que ce gouvernement? Regardez, je voudrais vraiment avoir votre avis, non pas seulement en tant que députée patriote européenne, mais en tant que citoyenne française et candidate à la mairie de Strasbourg, je crois. Oui. Toujours. Bon, il y a quand même quelque chose d'étonnant. Donc, moi j'ai été, mais c'est fascinant, quoi. Le moine soldat, donc le cornu, qui disent, moi j'ai pris mon truc, je ne veux plus, c'est dégueulasse, je n'accepte plus, etc. Et je m'en vais, et Macron qui lui dit, non, reste encore 24 heures, tu vas arranger ton gouvernement. Il reste 24 heures de plus, Bruno Le Maire est parti, on fait un nouveau ministère, celui-là, et les gens se disent, c'est pas possible. Et alors là, c'est extraordinaire. Les jeunes LR qui disent, non, on va en parler, n'acceptent pas ça. Les autres disent, les socialistes se sont fait avoir par les macronistes, etc., etc. Et résultat des courses, on a eu les résultats, les 2 motions de censure ont été rejetées. C'est-à-dire, on l'entend dans les médias, y compris les médias mainstream, dans l'opinion publique, tout ça, on dit, ça y est, c'est plus possible, on ne peut pas continuer comme ça, allez, dissolvez la Chambre, élections législatives, très bien, etc. Et voilà, c'est parce que vous disiez, lui aussi, Macron, ça ne l'atteint pas. Oui, mais non, parce que là, il y a quand même quelque chose, pour moi, qui est important. Oui. C'est-à-dire que je pense qu'une partie de ceux qui ont voté, donc des députés, sont en train de se détacher de leur base. Parce que je pense que si on regarde de plus près leur base électorale, et c'est ça qui se traduit aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont pas du tout d'accord avec ce qu'ils ont fait. Ce qu'on a vu, en fait, finalement, avec ce vote, c'est qu'ils ont juste défendu leur siège. Ils ne voulaient pas revenir devant les urnes. C'est ça, en fait. Ils ont peur d'aller devant les urnes. Et moi, je le vois au niveau local.
La soupe est bonne, ma générale. Oui, et surtout, on n'a pas envie de perdre ce que l'on a, parce qu'ils savent très bien que demain, en fait, c'est juste ça, ils ont très bien que demain, un rendez-vous à des élections, ils perdront la moitié de leur siège. Moi, je le vois au niveau local à Strasbourg, les LR, on ne sait pas qui est leur chef. M. Vetter, aujourd'hui, il s'associe encore avec la Macronie, alors que la Macronie est en train de couler, on sait très bien qu'il n'y a plus d'avenir. Donc là, effectivement, on a quelques cadres qui sont, on le voit bien, qui ne savent pas où aller. Et ça, pour le coup, je ne peux pas leur en vouloir parce qu'au niveau ils se tapent dessus, Retailleau, Wauquiez et le maire, même si le maire ne fait plus partie des LR. Et donc, je pense qu'ils sont en complètement déconnexion de la base électorale. Oui. Et ça traduira, je pense, au niveau des urnes. Sauf que les LR sont plus, ils sont 45 députés ou 47 députés. Oui, mais c'est pour ça qu'ils essayent de survivre. Ouais. Juste pour revenir aux élections, vous avez dit qu'il faut encore attendre. Moi, je vois déjà, on a déjà quelques résultats au niveau européen. La semaine dernière, en République tchèque, c'est les 50 nuances de bleu. On a gagné, c'est-à-dire qu'il y a quand même aujourd'hui, à chaque élection, un engouement pour les patriotes, pour en tout cas qui va à l'encontre de cette commission européenne qui a un autre narratif, République tchèque. Demain, il y a les élections dans les Pays-Bas. Geert Wilders est aussi donné très haut dans les sondages. Donc on voit bien qu'il y a cette dynamique qui perdure. Je pense que demain, c'est pour cette raison qu'on demande la dissolution. On le voit bien dans les sondages. On voit en plus, et ça c'est très intéressant, on est à 37%, mais on voit aussi dans les sondages une nouveauté qui se traduit à chaque nouveau sondage, une volonté pour les électeurs des LR que l'on s'associe, qu'on fasse des alliances pour gagner. Et ça c'est important, ce qui veut dire que... On verra si le ciotisme va faire des émules. Écoutez, qui votera verra, comme on dit, Virginie Geron. Merci en tout cas de nous avoir éclairci là-dessus. Et puis, on va continuer à regarder tout cela. Oui, qu'est-ce que vous pensez du Conseil d'État qui a confirmé l'inéligibilité de Marine Le Pen, puisque c'est votre parti, et le Conseil d'État dit de toute façon, s'il y a dissolution, s'il y a démission, elle ne peut pas y aller, il faut attendre l'appel, donc c'est en 2026. Alors, c'est vrai que moi, je ne suis pas surprise. Parce que, comme je vous l'ai dit, il y a un écosystème qui est mis en place pour lutter contre les partis des patriotes. Et ça, pour moi, ça fait partie de la justice qui est une justice politique, fait partie de cet écosystème. Marine, elle fait trop peur. Demain, comme je vous l'ai dit, le rendez-vous avec les urnes, pour eux, est maintenant devenu une crainte plutôt qu'autre chose. Et donc, du coup, ils veulent élaguer le chemin au maximum pour donner le moins de chances à des groupes patriotes comme le nôtre de gagner. Et donc ça fait parmi pour moi un autre exemple. Quand ils nous coupent nos comptes bancaires, comme ça du jour au lendemain, quand on a des campagnes de diffamation, quand on a aujourd'hui ce procès contre Marine, on voit bien que ça fait partie de tout cet écosystème. Et donc moi je ne suis pas surprise, mais je suis atterrée de voir que la justice, finalement, laquelle moi je crois vraiment, n'est pas indépendante en France. Écoutez, la justice, je crois que ça va très au-delà du Rassemblement national, etc. Il y a de vrais problèmes. On peut se poser un problème, par exemple, encore une fois, vraiment, on peut être pour et violemment contre Sarkozy. Ce qui est intéressant, c'est que normalement, on ne va pas en prison avant l'appel. Enfin, on devrait. On est d'accord. Qu'après qu'il y ait l'appel et qu'il aille en prison, très bien, on est pour ou les contre, c'est pas un problème. Mais là, le mandat de dépôt, mais je parle de Sarkozy, je ne parle pas du justiciable normal. Bien sûr. En fait, ce qu'il y a, et on voit ça dans le Covid, et on voit ça dans tout ce qu'on a vu, dans tout ce qu'on a abordé, c'est qu'au fond, le peuple gêne, les peuples gênent, et au fond, il faut vraiment essayer de les réduire au silence. C'est ça le truc, que ce soit à droite, gauche, centre et... Ils n'acceptent pas finalement une chose, la démocratie. C'est ça en fait. Ils ne supportent pas l'opposition, ils ne supportent pas le débat durant la crise Covid. Et en fait, c'est ça qui les gêne. Et quand c'est un Charlie Kirk, on le tue. Exactement. Qui est un formidable disputatio, d'homme de la disputation. Parce que ça aussi, c'est un des outils. Hein. C'est vrai que M. Ficot a pris... Ficot, il a failli être tué. Il a été... Non, donc on vit un moment quand même... Virginie Geron, faites attention à vous. Non. Je dis ça à tous les lanceurs d'alerte et à tous les... Je ne suis pas suicidaire, je vous le dis tout de suite, et j'ai fait réviser ma voiture. Très bien. On le sait, on le saura. Merci Virginie Merci Geron. À vous. Échanger.